C'est aux hommes politiques que revient la décision d'entrer ou non en guerre. Mais dans leur soif de victoire, ceux-ci oublient parfois de consulter. Si un homme politique impose sa décision contre l'avis de l'armée, ça peut mener à la catastrophe. Et aucun système politique n'est à l'abri de dirigeants déterminés à faire ce qu'ils veulent. Ils ignorent les conseils et étouffent le débat. Permettre un débat lorsqu'on a déjà pris sa décision ne peut que saper votre détermination. Tour à tour, rois, dictateurs et présidents ont utilisé la guerre pour atteindre leurs objectifs politiques personnels, pour se maintenir au pouvoir par idéologie ou simplement par avidité. Il était avide de pouvoir. Il voulait un empire. Le président était déterminé à ne pas perdre le temps. Il voulait assurer sa propre survie sur le trône de Jérusalem. Ainsi, des erreurs monumentales ont-elles été commises pour continuer la politique par d'autres moyens. Au XIe siècle, politique rime avec religion. Et l'époque est dominée par le conflit entre islam et chrétienté. L'un comme l'autre revendique la Terre Sainte au nom du droit divin. Forts de celui-ci, les chrétiens vont partir en croisade avec leur armée et traverser la Méditerranée pour massacrer les infidèles. Ils sont venus au nom de Dieu parce qu'ils pensaient que ces massacres permettraient à chacun d'entre eux de trouver la rédemption. La violence devait leur ouvrir les portes du royaume des cieux. Lors de la première croisade, il a été décidé que les habitants non chrétiens devaient être tellement terrorisés qu'ils s'enfuiraient. Et cette politique de purification ethnique a atteint son paroxysme avec le pillage de Jérusalem. Ce fut un véritable massacre. Les hommes à cheval pataugeaient dans le sang. Ils en étaient éclaboussés. À côté du dôme du rocher, le lieu saint de l'islam, il y a une incroyable tuerie de femmes et d'enfants. Et sur le dôme, ils ont installé une grande croix en or, symbole de leur puissance. Et après le massacre, les croisés fondent un royaume calqué sur l'Europe dont ils sont originaires, dans la région correspondant aujourd'hui à Israël. Ils ont construit des châteaux, ils levaient des impôts. C'était une colonie occidentale au vrai sens du terme. Ce royaume féodal est divisé entre de puissants seigneurs qui ont un pouvoir absolu sur leurs terres. À l'intérieur de leur domaine, ils avaient l'autorité suprême. Ces seigneurs ont tous juré loyauté à un roi, à qui revient en fin de compte la charge de la défense du royaume. Et en 1186, le trône est occupé par Guy de Lusignan, mais celui-ci est en difficulté à la suite d'un scandale politique. 3 ans auparavant, quand les musulmans ont envahi le royaume, le roi Guy a décidé de ne pas livrer bataille et d'attendre que le manque de provisions force l'ennemi à battre en retraite. Ce fut un succès militaire, mais un désastre politique. Son approche a été couronnée de succès, mais Guy a été cloué au pilori à cause de ça. Les chevaliers plus agressifs ont dit « Vous auriez dû vous battre, vous aviez une armée, vous avez été lâche ». Si de nos jours, la corruption peut porter gravement atteinte à la crédibilité d'un responsable politique, au XIIe siècle, il est tout aussi honteux d'être accusé de lâcheté. Si un roi était accusé d'être lâche, c'était un crime extrêmement grave. Non seulement il apparaissait comme un idiot et une canaille, mais il était bon à rien. Car s'il était lâche, comment pouvait-il vous mener au combat ? Mais en voulant éviter de nouvelles accusations, le roi Guy va perdre sa couronne et son royaume. Car une nouvelle guerre contre les musulmans approche, cette fois provoquée par un croisé renégat, Renaud de Châtillon.
C'est un homme décidé à attaquer la religion islamique. Il a passé 13 ans dans une prison musulmane après avoir été fait prisonnier lorsqu'il attaquait du bétail. Et lorsqu'il sort, il est déterminé à se venger. Le château de Renaud surplombe une piste fréquentée par des convois musulmans. Et la tentation est trop grande. Pour assouvir sa soif de vengeance, il attaque une caravane sans épargner quiconque. Un acte qui va provoquer la chute du roi Guy. Pour les musulmans, cette attaque est un acte de guerre. Et Saladin, leur chef militaire, a réussi à unifier les factions rivales sous sa bannière au nom d'une cause commune, la reconquête de la Terre Sainte. Mais il lui faut maintenant tenir sa promesse, sinon son alliance risque de se dissoudre. C'était une alliance précaire, il ne pouvait pas la maintenir très longtemps. Il lui fallait des résultats. Il devait tenir sa promesse de repousser les chrétiens. Mais Saladin est face à une difficulté. Pour avoir une chance de réussir, il doit absolument faire en sorte que l'armée de Guy vienne livrer bataille. Il ne peut pas se permettre de rentrer sur le territoire des croisés sans que ceux-ci combattent. Si sa coalition musulmane avait dû à nouveau rebrousser chemin sans avoir pris une grande ville, ou mieux encore, sans avoir remporté une victoire décisive, elle se serait certainement désagrégée. Saladin imagine donc un plan ingénieux pour attirer l'armée de Guy au combat. En 1187, il pénètre dans le royaume des croisés et assiège un de leurs châteaux. Il va à Tibériade, près de la mer de Galilée, pour attaquer la ville où se trouve l'épouse du croisé le plus respecté. Il prend la cité et cette femme est assiégée dans le château. C'est l'histoire de demoiselle en détresse. Et les croisés se trouvent confrontés à un dilemme terrible. Saladin sait que les lois de la chevalerie obligent les croisés à voler à son secours. Mais pour ce faire, leur armée devra avancer à travers des terres arides, une manœuvre extrêmement risquée. Non seulement la chaleur et la soif feront des ravages, mais les chevaliers du roi Guy seront vulnérables à des attaques venant de toutes les directions. Saladin attend, tandis que les croisés tentent de trouver une solution au piège qu'il leur a tendu. Que doivent-ils faire? Doivent-ils attendre ou réagir? Mais s'ils décident d'avancer, ils devront progresser non à travers un désert, mais sur une route dépourvue d'eau. C'est au roi Guy que revient la responsabilité de décider si l'armée des croisés ira ou n'ira pas. Mais il doit auparavant écouter l'opinion des seigneurs de son royaume, entre lesquels une violente dispute va éclater. Gérard, le plus puissant des chefs militaires, est résolument décidé à attaquer les musulmans. Selon lui, la Terre Sainte doit être défendue à tout prix. Ce royaume est enflammé par le désir de vaincre l'islam et d'agrandir sans cesse le royaume de Dieu. En termes politiques, cela signifie que certains ont des visées expansionnistes. Nous devons perpétuellement être en guerre contre l'islam. En revanche, Raymond, le principal conseiller du roi, pense qu'il vaut mieux attendre. Pour lui, si les croisés ne livrent pas bataille, la coalition musulmane se brisera et battra en retraite. Une approche dictée par la logique militaire. Le problème pour les croisés, c'est qu'ils ne disposent que de 600 ou 700 chevaliers au maximum. S'ils subissent une lourde défaite et que ces hommes sont tués, il ne restera personne pour défendre les lieux saints. Le roi Guy convoque ses seigneurs à un conseil de guerre. C'est l'occasion pour lui d'écouter l'opinion de chacun. Faucon et Colombe avanceront leurs arguments pour savoir s'il convient ou non de livrer bataille aux musulmans. Et le roi prendra ensuite sa décision. Les faucons espèrent évidemment affronter les musulmans pour bouter Saladin hors de leur territoire.
De leur côté, les colombes ont une approche plus modérée. Si nous sommes vaincus, le royaume s'effondrera. Guy était le roi, et c'est à lui que la décision revenait. Il se devait de maintenir l'unité du royaume en fédérant ses opinions et ses personnalités très différentes. À la fin de la soirée, après toutes ces discussions, le roi Guy décide qu'il faut attendre. Toute l'armée part se coucher, certaine qu'il n'y aura pas de bataille le lendemain. La décision prise lors de la première réunion, c'est qu'il ne faut pas combattre. Les colombes ont gagné. C'est une décision objective fondée sur la stratégie militaire. Mais plus tard dans la nuit, le roi Guy commence à douter de sa décision. Il tient une nouvelle réunion, mais cette fois en tête-à-tête avec Gérard, le seigneur de la guerre, toujours déterminé à passer à l'attaque. Et celui-ci avance un argument politique. Il dit au roi Guy, « Si vous ne faites rien, on vous accusera à nouveau de lâcheté. Et quand Saladin sera parti, vous serez un roi dévalorisé. Pourquoi refuser le combat? Vous avez la meilleure armée que le royaume ait jamais eue. » Dans les ténèbres de la nuit, le roi réfléchit à ce terrible dilemme. S'il agit, il risque d'être vaincu. Mais s'il ne fait rien, l'accusation de lâcheté pourrait lui coûter son trône. Finalement, il va ordonner à son armée d'aller au combat et choisit ainsi de poursuivre la politique par d'autres moyens. Car à travers la guerre, c'est sa propre survie politique qu'il cherche à assurer. Guy a pris une décision politique. Il voulait assurer sa propre survie sur le trône de Jérusalem. Et en prenant cette décision, il s'est écarté de la sagesse militaire de l'époque. Les croisés du roi Guy commencent alors à avancer sur des terres arides. Mais Saladin les attend. Et il attaque. Il semble que la tactique des musulmans ait été de repousser l'armée de Guy de plus en plus loin de la route, vers une zone de maquis rocailleux où il n'y avait pas d'eau. Et à chaque pas, les hommes transpirent jusqu'à la mort. Donc la tactique de Saladin est d'encercler l'armée de Guy, de la harceler pour lui rendre le voyage plus difficile, et il déclenche des incendies. L'armée doit donc marcher et camper au milieu d'une fumée âcre, ce qui engendre de la confusion. Saladin met son armée en position autour des croisés comme une couronne. Et dans toutes les directions, il peut les contenir. Les croisés commencent à mourir de soif. Des chevaliers chrétiens auraient même demandé qu'on les tue pour mettre un terme à leur souffrance. L'armée chrétienne arrive finalement à un endroit où se dressent deux petites collines appelées les cornes de Hattin. Et là, c'est la fin. L'armée des croisés est anéantie. Saladin libère la demoiselle en détresse et ses troupes déferlent sur la Terre Sainte, atteignant finalement Jérusalem, où les croisés avaient imposé leur règne avec tant de violence seulement un siècle auparavant. La première chose que Saladin a faite lorsqu'il est entré dans la ville a été d'abattre la croix du dôme du rocher et d'ériger le croissant qui s'y trouve encore aujourd'hui. Les conséquences de la bataille de Hattin ont été catastrophiques. En tentant de préserver son trône, le roi Guy a perdu son royaume. La continuation de la politique par d'autres moyens a ainsi causé sa perte. Les politiques prennent des décisions à la lumière de leurs propres intérêts, qui bien souvent n'ont aucun rapport avec les moyens ou la puissance militaire. Des siècles plus tard, un autre dirigeant va entraîner son pays dans la guerre. Lui aussi a ses propres objectifs politiques, mais cette fois il s'agit purement et simplement de soif du pouvoir. Benito Mussolini va ainsi mener l'Italie vers un désastre militaire historique.
combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, il tuo coraggio, il tuo valore. Dans les années 30, Mussolini est maître de l'Italie fasciste et la gouverne d'une main de fer. Il était responsable de tout. Il était Premier ministre, Duce du fascisme, ministre de la guerre, de l'aviation, de la marine, tout à la fois. Il avait l'extraordinaire illusion de pouvoir diriger l'Italie entière depuis son bureau. Mais les ambitions politiques de Mussolini vont au-delà du pouvoir absolu dont il jouit dans son pays. Il veut se bâtir un empire. Aussi grandiose que ça puisse paraître, il voulait restaurer l'Empire romain de l'Antiquité, lui-même jouant à la fois le rôle de César et d'Auguste. C'est le pouvoir qui excitait son avidité. Et donc il voulait un empire le plus grand possible. Mais dans l'État mussolinien, le gouvernement est loin d'être aussi efficace que l'image flatteuse présentée au monde extérieur. La préparation de la machine de guerre italienne, élément crucial du rêve expansionniste du dictateur, est pour le moins approximative. L'un de ses généraux a raconté lui avoir montré les plans de 4 modèles de blindés. Mussolini a fait semblant de les étudier très sérieusement pendant un quart d'heure et finalement il a dit « Nous construirons celui-ci », alors que le choix d'un tank c'est très compliqué et technique. Ce tank n'a jamais fonctionné correctement, mais ça ne faisait rien. Le Duce avait l'air d'agir et tout le mérite lui revenait, alors qu'en fait il n'avait rien fait et les préparatifs de guerre étaient insignifiants. La Seconde Guerre mondiale approchant, l'occasion se présente soudain pour Mussolini de réaliser son rêve d'empire. Adolf Hitler s'offre comme un allié naturel. Et en prenant parti pour la puissante Allemagne, l'Italie pourra sans doute obtenir de nouveaux territoires. Mais Mussolini sait que s'il entre en guerre avec une armée aussi mal préparée, il risque la défaite. Il décide donc de mener une politique d'attentisme pour voir quel camp va l'emporter. Mussolini est arrivé à la conclusion que cette guerre allait s'éterniser année après année et qu'il y aurait peu de mouvements jusqu'à ce que l'un des belligérants s'effondre d'épuisement. Et à ce moment-là, les Italiens entreraient en guerre du côté des vainqueurs. Pour lui, ça ne pouvait pas se produire plus tôt que lors de la guerre précédente. Les hostilités avaient commencé en 1939 et c'était donc en 42, 43 ou même 44 que le moment viendrait. Mais dès les premiers mois de la guerre, les troupes allemandes déferlent sur l'Europe. À la fin du printemps 1940, la guerre semble tirer à sa fin et Mussolini doit reconsidérer sa décision de ne pas y participer. Si Mussolini n'entre pas en guerre au printemps 1940, les Allemands vont tout rafler et il ne restera rien pour l'Italie. C'est une occasion unique qui ne se présente que tous les 100 ans, voire tous les 1000 ans. Ils doivent donc absolument en profiter. Ainsi, l'Italie entre-t-elle en guerre aux côtés des Allemands. Et de cette façon, Mussolini poursuit la politique par d'autres moyens. Car la guerre doit lui permettre de se bâtir un empire. C'est seulement lorsque les Français étaient à 4 jours de demander l'armistice que Mussolini leur a déclaré la guerre. C'est incroyable. Il n'avait cessé de dire « ce n'est pas fasciste de frapper un homme à terre » et pourtant c'est exactement ce qu'il fait. All'Italia, all'Europa, al mondo. La Grande-Bretagne se bat désormais pour sa survie et Mussolini a des visées sur ses colonies. Une cible facile, même pour une armée italienne inférieure.
Il pense, et ce n'est pas faux, que la Grande-Bretagne concentre ce qui reste de son armée pour protéger le territoire national. Donc le Moyen-Orient, et l'Égypte en particulier, restent sans défense. Et Mussolini décide qu'en parallèle avec l'invasion de la Grande-Bretagne que projette Hitler, il va conquérir l'Égypte, le delta du Nil et le canal de Suez pour finir probablement par s'emparer des gisements de pétrole du golfe Persique. Mussolini ordonne à ses troupes, alors stationnées en Libye, d'avancer sur l'Égypte pour conquérir le pays. Mais il y a un problème. Le maréchal Rodolfo Graziani, commandant de l'armée italienne en Afrique du Nord, déclare qu'il n'a tout simplement pas l'équipement nécessaire pour une telle progression. Et il demande à Mussolini de lui accorder un délai. Graziani dit à Mussolini qu'il n'a pas les véhicules motorisés nécessaires pour déplacer son armée. Il n'oppose pas de refus. Il essaie simplement d'expliquer à Mussolini pourquoi il ne peut pas avancer rapidement. La raison essentielle étant qu'il doit faire avancer ses troupes à pied dans une région où il n'y a aucune ressource. Le ravitaillement doit donc être acheminé du port de Tripoli à des centaines et des centaines de kilomètres. Et surtout, il lui faut du temps pour construire un pipeline qui servira à transporter l'eau nécessaire pour ravitailler ce très grand corps d'infanterie à pied, lequel va devoir traverser le désert de Libye. Les Italiens progressent à une allure d'escargot et Mussolini s'impatiente. Il tente d'imposer sa volonté en envoyant de nombreux télégrammes au maréchal Graziani. Logique militaire et volonté politique s'affrontent. Les échanges de télégrammes entre Mussolini et Graziani duraient depuis des mois, mais ces messages se font alors de plus en plus passionnels. Les télégrammes deviennent aussi plus longs et ils utilisent un langage de plus en plus compliqué pour dire deux choses très simples. Avancer, je ne peux pas. Et quand on les lit, c'est parfois comique et parfois ennuyeux. Parce qu'on voit un homme, Mussolini, qui essaye de dire de façon de plus en plus compliquée ou imaginative, avancer. Et on voit les réponses de Graziani qui disent d'une façon de plus en plus compliquée, je ne peux pas. Mais l'Angleterre tient face aux Allemands. Et en septembre 1940, elle envoie des renforts en Afrique du Nord. Et élément crucial, des tanks bien supérieurs sur le plan technique à tout ce que l'armée italienne possède. Les Britanniques savent que le désert est un terrain idéal pour les tanks et sont donc prêts à mener une guerre de tanks. Mussolini, lui, n'a pas pris la peine d'envoyer des tanks en Afrique du Nord. Il a seulement une énorme armée qui doit traverser le désert à pied pour aller en Égypte. Poussé par son rêve d'empire, Mussolini reste pourtant convaincu que l'armée italienne peut l'emporter et continue à presser Rodolfo Graziani d'avancer. Cet homme a soudain l'occasion extraordinaire de conquérir de grands morceaux de l'Empire britannique. Donc, c'est impossible pour lui de dire « Je ne peux pas le faire. Mon armée est mal préparée. Je n'ai pas l'équipement nécessaire. Mes tanks sont désespérément inférieurs. » C'est impossible. Il lui faudrait renoncer au rêve de toute une vie. C'est comme si on demandait à Mussolini de changer sa nature profonde juste au moment où tout ce qui fait son caractère le pousse dans la même direction. Il ne peut pas renoncer à son rêve d'empire. En décembre 1940, les Italiens campent en Égypte, à Sidi Barrani. Pour Mussolini, il n'y a plus à hésiter. En fait, Mussolini a mis Graziani dans une situation telle que soit il avançait, soit il était démis de ses fonctions. Et au début du mois de décembre, il apparaît clairement à l'état-major britannique installé dans le delta du Nil que les Italiens sont sur le point d'avancer de nouveau. Ils décident donc d'attaquer les premiers. Et à l'aube du 9 décembre, ce sont les Britanniques qui passent à l'offensive.
It was the British who struck. 300 000 Italiens font ainsi face à une armée de seulement 32 000 hommes. Mais les troupes britanniques sont plus mobiles et vont mettre à profit les faiblesses de leur adversaire lors de la bataille de Sidi Barrani. Ils utilisaient des véhicules motorisés pour se déplacer, ce qui signifiait qu'ils pouvaient aller plus vite et plus loin que des hommes à pied. Donc les Britanniques pouvaient prendre des raccourcis pour couper constamment la route aux Italiens. Ils les dépassaient et installaient un barrage sur leur chemin, de sorte que les Italiens étaient pris au piège. S'affrontaient là deux vitesses différentes, deux façons de penser et de communiquer différentes. Dépassée sur le plan tactique et prise de vitesse, l'armée mussolinienne va subir une série de défaites. Au début de l'année 1941, plus de 130 000 Italiens ont été faits prisonniers. Un commentateur de l'époque dit alors « Jamais un si grand nombre ne s'était rendu à un si petit ». Ce désastre militaire imputable à la soif du pouvoir de Mussolini est aussi un échec cinglant pour le système politique qu'il a imposé à l'Italie. Mussolini méprisait la démocratie. Pour lui, le fascisme était la réponse aux problèmes politiques. Il n'avait pas compris que même si la démocratie n'est pas un système parfait, elle a un immense avantage. Les problèmes sont discutés au grand jour. Donc quelqu'un peut dire « Attendez, ne faites pas ça, ça ne va pas ». Pourtant, les fondements même de la démocratie peuvent être contournés par des responsables politiques décidés. Quelques décennies plus tard, ce n'est pas par avidité, mais pour des raisons idéologiques, qu'un président va entraîner son pays dans la guerre. En 1983, l'homme le plus puissant du monde est décidé à combattre le communisme. The Caribbean is a very important passageway for our international commerce and military lines of communication. More than half of all American... Les États-Unis d'Amérique sont alors le pays de Ronald Reagan. Le 40e président des États-Unis a été élu à une époque marquée par la guerre froide, et son obsession politique personnelle, stopper la propagation du communisme, en est le reflet. Le président est entré en fonction avec une ou deux convictions profondes en matière de politique étrangère. L'une d'elles était idéologique. En tant que leader du monde libre, nous avions pour obligation fondamentale de résister à l'expansion de l'influence soviétique. Le président était déterminé à ce que le communisme ne continue pas à s'étendre alors qu'il était au pouvoir. Et en 1983, l'attention de Ronald Reagan se tourne vers la Grenade, un État marxiste. Cette ancienne colonie britannique compte parmi les plus petites îles de l'archipel des Caraïbes. Les Cubains y construisent alors un aéroport que les autorités américaines considèrent comme une rampe de lancement pour l'influence communiste dans les Caraïbes. Une menace dans leur chasse gardée. At the southern end of the Caribbean chain, the Cubans, with Soviet financing and backing, are in the process of building an airfield with a 10,000-foot runway. The rapid buildup of Grenada's military potential is unrelated to any conceivable threat to this island country of under 110,000 people. Les autorités de la Grenade affirment que cet aéroport, financé entre autres par la Finlande et le Royaume-Uni, servira exclusivement à développer le tourisme sur l'île. 17 pays ont participé au financement de l'aéroport. Dès le début, les Cubains ont dit « Nous pouvons fournir des matériaux, de la main-d'œuvre, des ingénieurs à hauteur de 40% du projet. Le reste, à vous de le trouver. » Le gouvernement invite des journalistes occidentaux à visiter cet aéroport civil. Ici, on ne comprend pas pourquoi l'Amérique en a tant fait pour obtenir ces photos par satellite, alors que tout le monde peut venir photographier à loisir sur place. En octobre 1983, le Premier ministre de la Grenade est assassiné à la suite de luttes intestines dans son parti. Le président Reagan, déjà troublé par la présence cubaine, y voit un signe d'instabilité du régime. Pour lui, les étudiants américains présents sur l'île risquent de devenir des cibles si la situation dégénère en une nouvelle crise des otages, comme en Iran.
Le président n'allait pas tolérer une répétition des problèmes que nous avions connus à Téhéran, car il avait été élu pour deux raisons: la crise économique aux États-Unis et l'humiliation vécue par le peuple américain pendant les 444 jours de la crise des otages. Pourtant, selon le docteur Georges Albert, alors étudiant en médecine sur l'île, cette sensation de danger imminent n'est qu'une illusion. J'avais parlé à d'autres étudiants de Saint-Georges et ils m'avaient dit qu'ils avaient formé des équipes de basket avec les Cubains quelques années auparavant. Je n'ai jamais eu l'impression que les Cubains étaient menaçants. Personnellement, j'ai cohabité avec eux sur cette île et ils ont fait leur boulot pour construire la piste. La grande question, c'est de savoir si nous étions en danger. Et je pense sincèrement que je ne courais aucun danger. Réel ou imaginaire, le risque paraît suffisant au président Reagan pour donner l'ordre d'envahir la Grenade. C'est un acte de guerre. L'homme le plus puissant du monde poursuit la politique par d'autres moyens, car cette mission, censée porter secours à des citoyens américains, est aussi une bonne occasion d'éradiquer le communisme sur l'île, une bonne fois pour toutes. It was a Soviet-Cuban colony being readied as a major military bastion to export terror and undermine democracy. L'invasion est baptisée Opération Furie Urgente et elle est confiée au vice-amiral d'escadre Joseph Metcalfe. Le président a dit: vous n'auriez pas un amiral à 3 étoiles qui puisse s'en occuper? Et ils ont répondu: mais si, bien sûr, le commandant de la 2e flotte, c'est sur son territoire. Et je me suis retrouvé à la tête de l'opération. I ordered a flotilla of ships to circle south on a course that would put them somewhere in the vicinity of Grenada in case there should be a need to evacuate our people. J'ai suivi les ordres. On m'a juste dit: faites vite. C'était de la pression politique, ça ne me regardait pas. Fort de sa volonté de balayer le communisme à la Grenade, le président Reagan souhaite que l'invasion ait lieu rapidement. Cela afin d'éviter le débat sur la question politique la plus importante qui soit, celle de l'entrée en guerre de son pays. Permettre un débat lorsqu'on a déjà pris sa décision ne peut que saper votre détermination, miner le moral des troupes et compromettre le succès de l'opération, simplement en raison du temps qui passe. Il voulait aller aussi vite que possible pour éviter ça. It was a Soviet-Cuban colony being readied as a major military bastion to export terror and undermine democracy. We got there just in time. Le président Reagan, à la tête du pays qui se veut la plus grande démocratie au monde, réussit ainsi à étouffer le débat. Et les responsables politiques américains apprennent la nouvelle par la télévision. Nous étions en train de voter une loi. Les télés étaient allumées et nous avons vu un flash d'information. C'est plutôt gênant, je dirais, en tant que membre du Congrès, d'apprendre que son pays vient d'en envahir un autre en regardant la télévision, au lieu d'en être informé par le président des États-Unis. Pourtant, certains ont des doutes sur l'opération. L'armée américaine s'inquiète de la vitesse à laquelle le président Reagan veut agir, car cela signifie que les services de renseignement n'auront pas le temps de fournir des informations fiables. Les militaires demandent un délai supplémentaire et une réunion est organisée à la Maison-Blanche. Caspar Weinberger y représente l'état-major de l'armée. Je pensais qu'il fallait prévenir le président que nous risquions d'avoir des pertes. On allait devoir avancer très vite, sans disposer des renseignements normalement nécessaires. Dans l'idéal, on aurait voulu une semaine de plus pour nous préparer et faire venir plus de troupes. L'armée s'inquiétait du manque de renseignements.
Et lorsque le capitaine Weinberger a demandé plus de temps, en réaction, le président s'est montré de plus en plus brusque avec le Pentagone, en disant « Nous devons agir ». Le président était déterminé à ne pas perdre de temps. Sous la pression politique, les SEALs, commandos marines américains, sont envoyés en reconnaissance pour recueillir des renseignements. Malheureusement, ça a été un désastre. Ils se sont noyés, on les a largués et ils ont coulé à pic. Ils n'étaient pas entraînés pour ce genre de choses. Ça a été un désastre. Encore une fois, c'est la confusion de la guerre. Ces pertes en vies humaines ont donné à réfléchir au président. Mais il a dit, il faut continuer, il faut agir et le plus tôt sera le mieux. Les préparatifs de l'invasion continuent donc, mais sans que l'on ait pu rassembler beaucoup d'informations. C'est alors qu'un des alliés les plus sûrs des États-Unis manifeste son désaccord. Margaret Thatcher, le Premier ministre de la Grande-Bretagne. La Dame de Fer s'oppose en effet à l'invasion d'un pays membre du Commonwealth. Ronald Reagan et Margaret Thatcher entretenaient de très bons rapports jusque-là, mais la perspective de la guerre devient un sujet de discorde. Le Premier ministre a durement critiqué l'opération et a vraiment insisté pour que le président change d'avis en disant « Ronald, vous devez reconsidérer la question ». Le président était ébranlé. Et il a expliqué les raisons de sa décision en disant « Margaret, je m'inquiète réellement des conséquences à long terme de la présence soviétique. » Puis, courtois jusqu'au bout, il l'a remercié et a mis fin à la conversation. Il a secoué la tête et m'a paru très seul à ce moment-là. En fait, il était blême. Mais ça ne l'a pas mené à changer sa position ou à retarder l'opération. Et il a dit, dites au chef de l'état-major d'y aller. Adieu va. Le 25 octobre 1983, l'opération Furie urgente est déclenchée. 36 heures à peine après sa nomination, le vice-amiral Joseph Metcalfe se trouve à la tête d'un immense corps d'armée. Il dispose de 7300 hommes, de dizaines d'avions de chasse et de 15 navires de guerre. Par contraste, la Grenade n'a même pas de marine. Pourtant, la puissance des forces américaines ne peut cacher leur manque de préparation. En particulier pour ce qui concerne les cartes. L'état-major utilise des vieux plans pour touristes distribués gratuitement dans des stations-service. Les cartes utilisées étaient des cartes ESSO. Et ESSO est devenu Exxon il y a très longtemps. Ça vous donne une idée de leur âge. La carte utilisée sur mon navire datait de 1895. Donc nos informations sur la topologie du pays n'étaient pas bonnes. Mais on s'est débrouillé. Le premier jour de l'invasion, l'un des principaux objectifs des Américains est de neutraliser toute résistance en détruisant le quartier général ennemi. Mais le manque de renseignements fiables va se révéler fatal. Le poste de commandement principal se situait en haut d'une colline. Et il se trouve qu'en haut de cette colline, il y avait aussi un hôpital. C'est une des nombreuses choses dont nous n'étions pas informés. Cet hôpital n'apparaissait sur aucune de nos cartes. Et nous avons décidé de faire détruire ce poste de commandement par l'aviation.
L'attaque est un désastre. Au lieu de frapper le poste de commandement, les Américains bombardent l'hôpital, tuant 17 civils. Tout le monde courait dans tous les sens. Certains étaient en sang. Et je me souviens qu'il y avait 2 infirmières. L'une d'elles est venue me voir et a dit « Mon Dieu, vous avez vu tous ces morts ?» Avec les larmes aux yeux. Et j'ai dit « Je suis désolé, c'est le prix de la guerre. » Mais nous n'avons attaqué personne. Nous avons été attaqués par une armée étrangère. C'était très triste. Quelqu'un savait sûrement que cet hôpital était là. Mais quelle priorité donne-t-on? Moi, je n'ai donné aucune espèce de priorité. Si on avait été sur place une semaine avant, on aurait pu prévoir tout ça. Ça correspond aux façons de faire des Américains. Ils se trompent toujours. Toujours. L'invasion continue et les erreurs se multiplient. Un autre des objectifs déclarés des Américains est de secourir le gouverneur général britannique. Durant l'invasion, celui-ci reste ici, dans sa résidence officielle. Mais dans la confusion générale, les militaires américains ignorent où le trouver. Le secrétaire d'État à la défense de l'époque le croit en prison. On nous a dit qu'il était en prison. Et il a envoyé un mot pour dire qu'il était en prison. Donc nous avions toutes les raisons d'y croire. La seule fois où j'ai été à la prison de Richmond Hill, c'est en tant que membre du comité de visite. Bien longtemps avant. Je n'ai jamais été emprisonné et ni même menacé de l'être. D'après nos informations, et d'après ce que disait sa lettre, il était retenu en captivité dans une prison. Et l'un de nos premiers objectifs, après avoir libéré les étudiants, était d'aller le libérer, si je me souviens bien. Mais il n'était pas en prison. Il croyait l'être. À mesure que l'invasion progresse, la confusion ne fait qu'augmenter. L'objectif déclaré de l'opération est de secourir les étudiants américains présents sur l'île. Mais aucune preuve ne vient confirmer qu'ils sont en danger, et personne ne sait où les trouver. Le fait est que personne ne savait où ils étaient. Quand on a débarqué, on pensait qu'ils étaient logés près de l'aéroport. Et effectivement, il y avait un campus près de l'aéroport. Mais il y avait aussi un autre campus du nom de Grant Anderson dont on ne savait rien. Dans la confusion générale, les Américains vont tirer sur ceux-là même qu'ils sont censés secourir. C'est du moins ce qui apparaît aujourd'hui. La résidence universitaire donnait sur le front de mer. Et le mur de ce côté-là était criblé d'impacts de balles. Et je me souviens que des étudiants avaient dit qu'ils se trouvaient dans la résidence pendant une fusillade. La grenade n'avait pas de marine. Donc quand on voit des impacts de balles du côté de la mer, on se dit que ce n'étaient pas les grenadins ni les Cubains. Ça ne pouvait être que l'armée américaine qui tirait dans cette direction. 4 jours après le début de l'invasion, l'armée américaine s'assure finalement le contrôle de l'île. Et le président Reagan a atteint son objectif. La Grenade change de gouvernement et le communisme sur l'île est anéanti. Mais cette victoire a eu un prix. 90 militaires américains et 67 Grenadins ont trouvé la mort. Et une controverse éclate aux États-Unis. L'opposition démocrate remet en cause le bien fondé de l'invasion. Louis Stokes, membre démocrate du Congrès, fait partie des contestataires. Il visite la Grenade dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire et ne constate aucune menace communiste. L'aéroport est effectivement destiné à développer le tourisme, comme les Grenadins l'affirmaient depuis le début. Louis Stokes déclare alors que le président américain a réagi à une menace communiste qui n'existait pas.
Ce qui s'est passé, c'est que sous de faux prétextes, nous avons envahi cette petite île alors qu'elle ne représentait aucune menace pour les États-Unis, d'aucune façon. Et la Grenade n'était en aucun cas un poste avancé pour les Soviétiques et les Cubains, devant servir à l'expansion du communisme. With 1,000 Americans, including some 800 students on that island, we weren't about to wait for the Iran crisis to repeat itself, only this time in our own neighborhood. In a free society, there's bound to be disagreement about any decisive course of action. Some of those so quick to criticize our operation in Grenada, I invite them to read the letters I've received from those students and their families. They know this was no invasion. They know it was a rescue mission. Le président Reagan est alors en difficulté car le débat qu'il a évité avant de lancer l'opération menace d'avoir des conséquences politiques importantes. Mais ses opposants sont réduits au silence par le retour des étudiants. Lorsque l'un d'entre eux embrasse le sol, l'image frappe les esprits et ce symbole fait oublier le fiasco qui l'a précédé. What a great bunch. Ils ont été géniaux. Et ça a été le geste politique le plus important de toute l'opération à la Grenade. Ça a réglé tous nos problèmes. On a oublié les blessés à l'hôpital, le feu fratricide. N'était plus un problème. La Grenade n'était pas une opération militaire, mais politique. Et vous pouvez me poser des questions sur la politique, ça ne me pose aucun problème. Mais vous devriez plutôt aller parler à des hommes politiques, parce que moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Pour le président Reagan, l'invasion de la Grenade se révèle donc finalement être une réussite, reflétée dans les 30 000 décorations militaires décernées à cette occasion. De fait, l'opération a une signification historique, car c'est l'engagement le plus important de troupes américaines depuis la guerre du Vietnam. 20 ans après cette défaite, le message envoyé par le président Reagan au monde entier est clair. Il ne se laissera pas faire. Il ne fait aucun doute que cette intervention, cette invasion, quel que soit le nom qu'on lui donne, a marqué un tournant dans la politique étrangère américaine. C'était pas un cow-boy californien, il était sérieux. Il n'allait pas se contenter de faire « wouhou », il allait agir. Et je pense que beaucoup de gens en doutaient auparavant. Du roi qui voulait sauver son trône, au dictateur poussé par son rêve d'empire, jusqu'au président décidé à attaquer un ennemi imaginaire, toutes sortes de responsables politiques ont commis de grandes erreurs militaires, en ignorant leurs conseillers militaires et en utilisant la guerre afin d'atteindre leurs propres objectifs politiques. La politique a ses impératifs et les militaires sont en fin de compte les créatures des politiques. Les militaires ont des compétences et ils peuvent donner des conseils. Mais au final, ce sont les politiques qui décident. Et très souvent, ils confient aux hommes sur le champ de bataille des tâches impossibles.